Le dropshipping, on en entend parler absolument partout. C'est souvent présenté comme la méthode miracle pour se lancer dans l'e-commerce. Et bien sûr, ça attire des milliers de nouveaux entrepreneurs tous les jours. Mais attention, derrière cette belle promesse d'une boutique en ligne, sans stock, avec des coûts très bas, se cache une réalité beaucoup plus complexe. Alors, on va décortiquer ce modèle ensemble pour voir ce qui se passe vraiment en coulisses. D'un côté, il y a le rêve, celui qu'on voit sur les réseaux sociaux. Un business qui a l'air super simple, pas d'inventaire à gérer, des frais de démarrage quasi inexistants. Et de l'autre côté, il y a la réalité. Et là, pour beaucoup, ça pique un peu. Des pertes financières, des clients vraiment en colère à cause de retard de livraison ou de produits de mauvaise qualité, et des risques juridiques qui sont loin d'être une blague. Le fossé entre les deux, il est souvent bien plus grand qu'on ne le pense. C'est justement ça qu'on va explorer. Pour bien comprendre d'où viennent tous ces problèmes, il faut revenir à la base même du dropshipping. C'est sa structure, son ADN en quelque sorte, cette fameuse absence de stock, qui est à la fois sa plus grande force, mais aussi, et c'est là tout le problème, sa plus grande faiblesse. Alors, concrètement, le dropshipping, c'est quoi? En fait, c'est assez simple à imaginer. C'est un rôle d'intermédiaire. On monte une superbe boutique en ligne, on fait du marketing pour vendre des produits, mais on ne les possède jamais physiquement. On ne touche ni au stock, ni à l'expédition. C'est vraiment ça le cœur du modèle. Le processus, sur le papier, a l'air simple comme bonjour. Étape 1. Un client commande sur le site. Étape 2. Cette commande est transmise au fournisseur. Et étape 3. Le fournisseur envoie le colis directement au client. Le point crucial, le point de bascule, c'est cette troisième étape. En tant que vendeur, on n'a aucun contrôle direct sur la qualité du produit qui est envoyé, ni sur les vrais délais de livraison. Et c'est précisément là que les ennuis commencent souvent. Parlons maintenant de la conséquence la plus directe et franchement la plus douloureuse de ce manque de contrôle, les rétrofacturations. Ce qu'on appelle aussi les chargebacks. En gros, c'est quand un client conteste un paiement directement auprès de sa banque pour se faire rembourser. C'est un mot que tout dropshipper apprend à détester très vite. Et comme le résume une source de façon très directe, ça craint pour les vendeurs. Un client peut lancer une rétrofacturation des semaines ou même des mois après l'achat. À ce moment-là, la banque du client reprend l'argent sur le compte du vendeur et il devient extrêmement difficile de le récupérer, même si on pense avoir tout bien fait. Mais alors, pourquoi un client en arrive-t-il là? Eh bien, les raisons sont presque toujours liées aux faiblesses du modèle. Un produit qui ne correspond pas du tout à la description ou qui est de piètre qualité, des délais de livraison qui n'en finissent plus, un service client qui fait le mort, ou encore des transactions frauduleuses faites avec des cartes volées. Et dans tous ces cas de figure, la facture, à la fin, elle revient toujours au vendeur. Et là où ça devient vraiment tendu, c'est que la marge d'erreur est incroyablement faible. Les processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal, ils tolèrent un taux de rétrofacturation de 1% maximum. 1%! Il faut bien réaliser ce que ça signifie. Sur 100 commandes, une seule rétrofacturation peut déjà mettre le compte en péril. Dépasser ce seuil, et c'est le risque de voir ses fonds gelés et même son compte fermé. Bon, ok, le tableau a l'air un peu noir, je l'admets, mais tout n'est pas perdu, loin de là. Il existe des stratégies concrètes pour se protéger et pour construire un business qui tient la route. Passons maintenant aux solutions, parce qu'il y en a. La toute première ligne de défense, c'est de savoir repérer les tentatives de fraude. Il y a des petits signaux d'alerte, des red flags comme on dit, à surveiller. Par exemple, des adresses de facturation et de livraison qui ne correspondent pas du tout, une première commande qui est anormalement grosse, ou encore quelqu'un qui demande un envoi express juste après avoir commandé. Si un de ces signaux clignote, c'est le moment de faire une pause et de vérifier la commande à la main. Ensuite, il faut être proactif. Étape 1, tester soi-même les produits. Il n'y a pas de secret, commander des échantillons, c'est le seul moyen de savoir ce qu'on vend vraiment. Étape 2, toujours utiliser des numéros de suivi et les communiquer aux clients. C'est une preuve essentielle. Étape 3, la transparence. Annoncer clairement d'où viennent les produits et donner des délais de livraison réalistes. Et enfin, étape 4, un service client réactif. Il vaut bien mieux passer du temps avec un client mécontent que de perdre une rétrofacturation. Au-delà de la gestion des clients et des litiges, il y a tout un cadre légal à respecter. C'est un aspect qui est très souvent négligé par les débutants et ça peut coûter très cher. Alors, plongeons un peu dans ce labyrinthe juridique. D'un point de vue juridique, et c'est ça qui peut surprendre, un dropshipper a exactement les mêmes obligations qu'un e-commerçant classique. C'est crucial de le comprendre. Le prix total doit être affiché avec les taxes, les frais de douane, tout. Le vendeur est le seul et unique responsable de la bonne livraison. Il doit aussi offrir la fameuse garantie légale de conformité de 2 ans et bien sûr respecter le droit de rétractation. Le fait de ne pas avoir le stock ne change absolument rien à ses responsabilités. Et pour voir à quel point c'est complexe, il suffit de regarder les règles des grandes plateformes. Sur Amazon, par exemple, il faut être identifié comme le vendeur sur toutes les factures et il est interdit d'acheter chez un autre vendeur pour faire livrer. eBay, de son côté, exige que les produits viennent d'un vrai fournisseur en gros. Quant à Etsy, c'est simple, le dropshipping de masse est carrément interdit. Chaque plateforme a ses propres règles pour protéger sa réputation.
Finalement, toutes ces stratégies de défense, elles convergent vers un seul et même objectif. Il ne s'agit pas juste de survivre, mais de construire un projet qui dure. Il faut passer de comment éviter les problèmes à comment bâtir une véritable marque. Dans un marché aussi saturé, le succès il ne vient pas de la vente de produits génériques qu'on peut trouver partout ailleurs. Non, il vient de la construction d'une marque. C'est ça qui crée la confiance, qui permet de se démarquer et de justifier un prix qui n'est pas forcément le plus bas. C'est ce qui transforme un simple acheteur en un client fidèle, un client qui reviendra. Tout ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que le dropshipping est un vrai modèle d'entreprise en soi, ou est-ce que c'est juste une méthode de logistique, une façon de gérer les commandes parmi d'autres? La réponse à cette question, elle va déterminer non seulement l'approche, mais aussi les chances de succès sur le long terme. C'est vraiment la réflexion essentielle à avoir avant de se lancer.